Bonjour ou bonsoir, qu'importe effectivement le pays où vous m'entendez. Je suis Philippe Belgrand, producteur du podcast Les Experts, Parole de Leader et également journaliste d'investigation. Je suis avec mon invité Romuald Boulanger. Alors, il est réalisateur, scénariste, animateur radio, publicitaire audiovisuel et c'est un malade de la radio comme moi. Voilà, il aime la radio, il aime le média radio. Il en a fait et je pense qu'il va en refaire encore parce qu'on ne peut pas se détacher du monde de la radio, c'est très compliqué. Il a vécu aux États-Unis, il va nous raconter un petit peu tout ça. On lui dit bonjour ou on lui dit bonsoir, là aussi, suivant effectivement où vous allez suivre ce podcast. Donc bonjour ou bonsoir, mon cher Ahmed. Eh ben, moi, je vais dire salut, comme ça peut marcher dans les deux. Salut Philippe, je suis très heureux d'être avec toi. Alors on est deux passionnés en fait. Au niveau tiens, des films, quels ont été les trois films qui t'ont marqué le plus et alors en tant que spectateur et qui t'ont peut-être aussi donné envie de passer à la réalisation? Moi, mon film culte, mais comme beaucoup de gens de ma génération, donc c'est vraiment pas très original, c'est Back to the Future. J'ai adoré Back to the Future parce que c'est la première fois que je me disais, waouh, quelqu'un qui va dans le passé, il peut faire ça, il peut croiser ça. Enfin, ça faisait travailler de manière hyper populaire et de manière hyper fun. Surtout quand les gens de ma génération, Michael J. Fox, même si à l'époque Michael J. Fox, quand il a tourné le film, il avait 26 ans, je crois, il jouait un mec qui avait 16 ans, mais moi j'en avais 14 quoi. Donc en fait, je voyais ça, pour moi non, vraiment c'était fou. J'ai adoré un film qui s'appelle Butterfly Effect avec où en gros c'est pareil, quelqu'un qui est dans un qui va dans le passé, qui change tout ce qui est lié au temps me fascine. Donc je pense qu'un de mes prochains films ce sera lié à ça, sur le voyage dans le temps ou sur un time loop. Donc ça fait le deuxième film. Et le troisième film, je devrais dire dans les films, les Goonies. J'avais adoré les Goonies. Donc c'est tous les films de cette époque. Sinon, non, récemment, j'avais adoré j'avais adoré The Dark Knight, tous les Nolan. Je suis un fan de Nolan. Je trouve que Night Shyamalan, qui a fait comment Sixième Sens, c'était une claque. Tous les films de Night Shyamalan, à chaque fois, il trouve le bon sujet, le bon plot. Ça, c'est vraiment des inspirations. Ouais. Tu parlais de Back to the Future, Retour vers le futur en fait. Il y aurait un quatrième qui aurait été tourné et qui n'aurait jamais été diffusé, j'ai vu ça. Je pense pas, je crois pas. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Christopher Lloyd pour une publicité. Et en fait, il était incroyable. J'ai pu passer une journée avec lui. C'était un rêve. Voilà, ça faisait partie des rêves réalisés dans ma to-do list, croiser des gens de Back to the Future. Et donc, j'ai passé une journée avec lui sur un plateau à discuter avec lui parce qu'il était tout seul dans un coin. Donc, j'étais avec lui toute la journée. C'était fou. C'était fou. Il y avait Eric Judor d'ailleurs avec nous sur cette production réalisée par Stéphane Marelli. Et en fait, non, je crois qu'il n'y a pas eu de 4. Mais tout le monde rêve d'un 4. Mais j'ai vu ça passer sur le web, comme quoi il y aurait eu un 4, mais qu'il n'aurait pas été diffusé. Non. Déjà, ils ont fait 2 fois le premier. Je ne sais pas si tu sais ça, mais en fait, le premier, ils ont commencé à tourner avec un acteur parce que Michael J. Fox, qui était le choix numéro 1 du réalisateur Roland Emmerich, ils avaient d'abord choisi Michael J. Fox, mais Michael J. Fox faisait la journée. Il était pris pour une série de télévision. Il était acteur de série. Et en fait, ils ont commencé à tourner pendant 6 mois avec un acteur. Et ils ont regardé ce qu'on appelle les dailies, ils ont regardé les rushs. Et en fait, ils se sont dit, ça marche pas bien. Et en fait, ils ont viré l'acteur, le mec avec qui ils avaient tourné pendant 6 mois. Et ils ont pris Michael J. Fox qui ne pouvait pas arrêter sa série. Et c'est pour ça que beaucoup de scènes de Back to the Future de Retour vers le futur se font la nuit. Parce que Michael J. Fox tournait la journée, il dormait 3 heures par nuit et il allait tourner Retour vers le futur la nuit. C'était incroyable. Et tu parlais que tu aimais bien ces films en rapport avec le temps. Il y en a un que j'ai vu 2 fois qui est extrêmement fou. C'est justement les gestionnaires du temps ou je sais plus quoi. Tu sais, au début du film, en fait, tu vois une femme qui court pour essayer d'attraper le bus et elle le loupe et tu as des espèces de montres où ils ont des espèces de chronomètres, des chronomètres de valeur de temps. Ah oui, bien sûr. Time Out, ça y est, ça me revient. Ouais, il est excellent, il faut le voir ce film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est vraiment fantastique.
Ah oui, 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 c'est vraiment fantastique. Je me demande d'ailleurs comment on n'en parle pas, on n'en a pas parlé plus de ce film-là parce que c'était vraiment extraordinaire, quoi. Bah, les films, tu sais, c'est vraiment dur parce que les films, quand ça sort, ça dépend vraiment du distributeur, ça dépend de est-ce que le public est là, il est pas là, est-ce que ça, les films, tu peux faire des films extraordinaires qui seront jamais vus ou d'autres films qui sont que nous on va considérer peut-être un peu moins bien, qui vont être des énormes cartons. La recette, elle est pas simple. Alors, il y a une question que les gens se posent bien souvent aussi, c'est quand les films passent à la télévision, toi en tant que réalisateur ou scénariste, est-ce que quelque part tu touches quelque chose? Il y a une sorte de droit d'auteur, il y a des droits voisins qui te reviennent. Comment ça se passe? Ça, c'est vrai que c'est un petit peu nébuleux, on ne sait pas trop quoi. Bon, on sait effectivement que tu touches sur les entrées, bien évidemment, mais après, comment ça se passe dans la distribution? Non, bah, en fait, ça dépend où est-ce que tu fais ton film. Si tu fais ton film aux États-Unis avec une production américaine, quand ton film passe à la télé, tu gagnes pas grand-chose. Mais en fait, tu es payé. T'as pas de droit d'auteur tel qu'on l'imagine en France, qui a été inventé par Beaumarchais. Le droit d'auteur, c'est vraiment Beaumarchais s'était rendu compte que sa pièce était jouée partout en France et il gagnait rien. Donc en fait, c'est quand même pas gentil. Donc ils ont créé le droit d'auteur. On peut devoir ça. Et en France, on a vraiment un système qui est unique. Même quand il y a eu la grève aux États-Unis des scénaristes, ils sont venus voir la SACD, la WGA est venue voir la SACD pour dire nous on veut les gars ce que vous avez en France, parce qu'en France on est vraiment très 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 bien défendu en tant qu'auteur. Moi quand je fais un film aux États-Unis et qu'il est produit par un Américain et que je produis pas, enfin en tout cas l'auteur est payé sur l'argent que génère le film. Mais sur les ventes, c'est-à-dire que sur les ventes, il y a un pourcentage qui est lié à l'auteur, qui est plutôt, en général, bien payé d'ailleurs, parce que les auteurs américains sont souvent, des fois même mieux payés que à la base. Je parle à la base, dans le budget d'un film, l'auteur américain est clairement souvent mieux payé qu'un scénariste français. Parce que le scénariste français il est souvent un peu moins bien payé. Je parle d'un budget d'un film, toi, si tu prends un budget d'un film américain et un budget d'un film français. Mais ensuite, si c'est sur un contrat français, c'est-à-dire que si c'est un scénariste français qui travaille pour une production française, au regard de la loi française, c'est-à-dire que si c'est une œuvre européenne ou française, mais avec un contrat français, c'est la SACD qui récupère les droits. Par exemple, moi, la SACD, par exemple, je suis membre de la SACD, ils ne récupèrent pas de droits sur les films américains que je fais, parce que c'est des contrats américains, c'est à part, ils n'ont aucun accord. En revanche, sur les films français, ils récupèrent. Et donc, l'auteur scénariste français va toucher des droits sur chaque diffusion. Il y a un barème qui est officiel, qui est visible sur la SACD. On peut dire, on peut calculer combien gagne un auteur quand ça passe à telle heure. Alors souvent, les auteurs, ils écrivent pas tout seuls. Tu as une part qui revient au réalisateur. Si c'est une série, c'est partagé entre tous les auteurs, la Bible. Donc, il y a quand même des spécificités. Mais il y a des rémunérations qui sont liées aux diffusions. Mais c'est vraiment en France et dans certains pays, mais la France est vraiment reine pour ça. Alors, c'est vrai que, bon ça c'est pour la télévision, mais par contre, il y a aussi YouTube. Il y a les canaux de distribution maintenant sur les Amazon Prime, Netflix, et cetera. Et c'est vrai qu'on en parlait dans la partie short, par exemple la Hollywood, bon, on dit pas on pourrait pas dire qu'ils sont en déclin, mais les Paramount et autres vont plutôt mal, quoi. Et c'est vrai que la rétention d'abonnés, et cetera, est extrêmement difficile à pouvoir être conservée. Donc, comment ça se passe quand vous avez un film, par exemple, qui passe sur YouTube? C'est des accords tiers qui sont organisés avec le diffuseur. Est-ce que toi, tu as ton mot à dire en disant oui, bah, moi, je veux bien que mon film soit diffusé de telle ou telle manière, quoi? Bah, en fait, moi, j'ai la chance de pouvoir produire les films que je réalise. Donc, en fait, effectivement, j'ai mon mot à dire, mais on vend notre film à un distributeur à chaque fois. Donc, bah, je te donne un exemple. Par exemple, On the Line, que j'ai produit, on l'a vendu, par exemple, en Espagne. On l'a vendu à un acheteur espagnol. L'acheteur espagnol, on l'a rencontré sur les marchés, on a convenu d'un accord, il était très sympa, il nous a dit je vous l'achète. Et ensuite, c'est lui qui décide comment il l'exploite dans son territoire. Donc, il n'a pas le droit de l'exploiter en dehors de l'Espagne, mais il l'exploite sur son territoire, qui est l'Espagne. Donc, il va le vendre à qui il veut, comment il veut, pour remonter l'argent pour rembourser son investissement. Lui, il nous a acheté le film et derrière, il l'exploite. C'est comme quelqu'un, c'est vraiment un marché
basique, c'est comme c'est presque un marché, tu vois, comme quand tu vas quand t'achètes un produit que tu revends, quoi. En fait, en vrai, c'est ça, hein. Donc quand nous on vend notre film, je sais pas, en Grèce, bah, l'acheteur grec, il a le droit de l'exploiter comme il veut, pour gagner de l'argent. Donc ça se trouve, il peut se retrouver aussi bien, il peut le vendre à Amazon en Grèce, mais il peut le vendre aussi à une chaîne de télé grecque, avec, tu vois, d'abord à Amazon, et puis une fois qu'Amazon a usé de son droit, ça va arriver sur une chaîne grecque, et puis après peut-être qu'il va le mettre en DVD, en VOD, tu vois, tout ça pour générer de l'argent et rembourser son investissement. Et il a le pouvoir également de faire de la post-synchro dessus, de remettre des acteurs comme il le veut à la langue, effectivement, donc de la diffusion. Bah, c'est tout le sujet, effectivement. Oui, il choisit, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait son doublage. Alors moi, j'avais cette chance en France de pouvoir piloter le doublage parce que je suis ici, donc je travaillais avec une directrice de doublage qui est selon moi la meilleure en France, qui s'appelle Dorothée Pousséo, qui est extraordinaire et qui m'a fait un casting de voix qui était fantastique avec Emmanuel Giacomi pour faire la voix de Mel Gibson, avec vraiment et puis j'avais aussi beaucoup d'acteurs qui jouaient leur propre rôle. Nadia Fares, qui est dans mon film, elle s'est auto-doublée, on va dire. Donc, elle parlait en anglais dans la version originale, et puis elle est venue pour tourner la version française. Paul Spera, qui est vraiment un acteur extraordinaire, qui joue le méchant, tu sais, dans le film, toi qui l'as vu. Paul Spera, qui est américain, mais qui en fait parle presque mieux que moi français. Donc, du coup, il est venu se doubler. Mais chaque pays double le film comme il veut, avec ses limites de, effectivement, moi j'ai écouté par exemple certaines versions de mon film dans certains pays où tu te dis bon, bon, c'est dommage, mais t'as pas le choix. Tu peux pas contrôler ça. Tu peux même pas contrôler certains trucs. Moi j'étais très déçu d'un pays par exemple qui, alors qu'ils n'ont pas le droit, ont changé l'affiche. Ils ont retouché l'affiche, ils ont mis un pistolet dans la main de Mel Gibson, alors que c'est pas, enfin, ils ont changé le titre. Donc ils se permettent des fois quelques libertés, mais ouais, tu peux pas trop lutter. Paul Spera, d'ailleurs, qui joue également dans la partie court-métrage, hein, dans Talk de 2019. Exactement, Paul, que j'ai réussi à embarquer avec moi dans cette aventure du long métrage. Et Paul, qui est vraiment un acteur, mais extraordinaire. Et on le voit dans On the Line. Moi, enfin, regardez On the Line que pour voir la prestation de Paul, presque, parce que sa prestation, elle est extraordinaire, aussi bien avec sa voix qu'avec ce qu'il fait à l'image quand il apparaît à la fin. C'est bluffant. Et c'est un acteur d'origine française à la base ou Non, 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 c'est un acteur américain, mais qui vit en Europe. Il a joué dans Versailles, il a joué dans plein de séries. C'est un super acteur. Moi, je suis très heureux de l'avoir rencontré, d'ailleurs, sur casting, parce j'avais fait un casting pour le court-métrage. Et non, non, je suis très heureux. J'espère retravailler avec lui. Et donc, on a retravaillé d'ailleurs avec lui. On a fait un court-métrage qui s'appelle The Last Dinner avec François-Xavier de Maison et l'acteur américain Roger Barth, qui était dans Desperate Housewives ou dans American Gangster. Et Paul Spera a joué dedans et il a encore fait une prestation de dingue. J'avais la chance aussi de tourner avec un acteur qui s'appelle William Moseley, qui est le petit dans Narnia, qui était l'enfant qui était dans les mondes de Narnia de Disney. Et lui, aujourd'hui, là, il a 30 ans, mais il a été super aussi. C'est lui qui joue Dylan, qui est le petit jeune dans le film. Nadia Fares, qui était avec nous, Kevin Dillon, qui est un acteur américain, qui était venu pour tourner. J'avais vraiment le casting de rêve. Ouais. Oui, et puis la voix de Paul Spera dans On the Line, elle retient quoi. Voilà, on joue quand même, je dirais vraiment dans la cour des serial killers d'un côté, un peu des manipulateurs, etc. Et à la fois elle est jeune cette voix, le personnage est jeune, donc on sait pas trop s'il a une maturité, s'il a pas de maturité, si voilà où il veut en venir. Est-ce qu'il est sérieux dans son propos, est-ce qu'il l'est pas? Et je pense que oui, il y a vraiment une intention dans le rôle qui est très posé, quoi. Et nous, on voulait absolument, enfin moi, je voulais vraiment que Mel y ressente en direct pendant qu'on enregistrait, parce que tu sais, quand tu fais un film, tu fais plusieurs axes, c'est-à-dire que tu fais d'abord la scène avec une caméra comme ça, puis après tu filmes comme ça, puis après tu filmes comme ça, donc tu refais plein de fois la scène. Et je voulais que à chaque fois,
mêle et vraiment la sensation d'être en direct. Donc on voulait pas, genre c'est d'habitude quand tu fais un film, ben on va mettre un souffleur qui va dire les phrases de l'acteur dans un coin, et puis mais non, on avait installé en dehors du studio une petite box, et c'est là où vraiment je remercie Paul parce qu'il a été extraordinaire. Il s'est enfermé dans une box à côté du studio, et tout a été câblé de manière à ce que ça arrive dans les oreilles de Mel Gibson. C'est-à-dire quand il y a un coup de feu, c'était Paul qui l'envoyait avec une machine de bruitage qu'on avait. On avait des coups de feu, on avait des trucs, et tout arrivait dans le casque de Mel Gibson, comme si c'était genre un bruit de glace qui se casse. Tout ça, ça arrivait dans le casque de Mel, de manière à ce qu'ils réagissent en direct. Et donc, en fait, il avait cette voix, et c'est pour ça que ça marche bien entre eux, parce que c'est un vrai dialogue. C'est pas un truc qu'on monte avec une voix qu'on réenregistre plus tard. Toutes les voix qu'on entend de Paul sont des voix enregistrées en direct. Il y a eu très, très, très peu. Je crois qu'il a refait une phrase en post-prod, mais tout a été enregistré en live. Alors, on est avec Romuald Boulanger, donc qui a vécu aux États-Unis. Tu as vécu 2 ans, hein, c'est ça, non? Ou un petit peu plus? Ouais, et puis j'ai pas arrêté de faire les allers-retours. Ouais, je connais bien. Et en fait, tu t'es intéressé justement au monde de la radio américaine, parce que bon, c'est vrai que là-bas, ils ont du caractère, ils ont du charisme, c'est des véritables fous devant une antenne. Voilà, ils savent prendre à corps et à cri une tranche horaire, ils font vivre effectivement leur animation. C'est totalement différent par rapport à l'animation qu'on a en Europe et en France, quoi. Moi, j'avais eu la chance de visiter quand j'avais 18 ans, 19 ans, les studios de The 100, qui est une radio américaine qui est à New York. Et j'avais halluciné parce que je voyais tous mes copains en France qui faisaient leur émission assises. Et tout le monde est assis. Et eux, les animateurs, moi j'avais été voir un animateur en particulier qui était debout. Et en fait, le mec était debout, il montait son micro, et en fait, c'est vrai que debout, tu parles pas de la même manière que assis, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais tester ça. Et je suis revenu et je parlais debout, et ça me donnait une énergie à l'antenne. Quand j'étais sur Énergie en national, j'adorais parler debout. J'ai jamais fait d'émission assis. J'ai toujours été debout dans mes émissions parce que c'est comme du théâtre, quoi. Tu vois, tu parles pas de la même manière. Après, ça dépend de la tranche, parce que quand tu fais une émission comme celle de Mel Gibson dans le film, qui est une émission talk où tu parles aux gens, où t'es la nuit, là, t'es dans un vrai truc où la voix doit être posée, donc ton corps doit être posé et tout. Mais moi, je faisais des émissions sur Énergie souvent qui étaient des présentations de musique, des trucs, donc il fallait avoir une espèce d'énergie, et debout, c'était plus fort. Et ça, je le dois aux Américains, ouais. Ouais, ce qu'on appelle le Music News. Oui, Mais, exactement. mais c'est vrai que le fait de ce que tu nous dis est tout à fait juste, parce que quand tu es debout, en fait, ta colonne d'air est beaucoup plus effectivement axée, beaucoup plus alignée, et à partir de ça, tu respires mieux qu'en étant assis. Là, par exemple, je suis assis, et c'est vrai que je suis un peu comprimé, on le voit bien, mais tandis que si j'étais debout, ma colonne d'air serait beaucoup plus ouverte, et je serais en respiration basse au lieu d'être en respiration haute, quoi. Et c'est vrai que ça a beaucoup d'importance quand on fait de la radio. Alors c'est vrai que dans les films, tu as fait quand même d'autres choses également. Il y en a un que j'ai pas vu, moi, mais il faut que je le voie. C'est par exemple Haters. On parle beaucoup des haters sur. D'ailleurs, je sais pas si on dit haters ou haters, mais euh, Les haters. voilà, ce qui est pour moi l'équivalent des trolls dans le début des années de l'internet, quoi. Bah oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai découvert les haters parce que j'ai fait un film pendant le confinement. J'ai fait un film qui s'appelait Connecté, qui était pour Amazon, où c'était un vidéo call avec François-Xavier de Maison, Nadia Fares, Claudia Tagbo, il y avait Audrey Fleurot, il y avait Michael Youn, on avait un casting aussi, Pascal Demelon, enfin super. Et en fait, on avait fait c'était un film de survie, parce que c'est un film où à l'époque personne tournait, donc on a tourné ce film. On a réouvert les plateaux, on a réappelé les loueurs de caméras, donc c'était un film de la survie. Et donc nous, on était très fiers de faire ce film parce que ça a fait travailler 70 personnes. Enfin, et quand c'est sorti, on s'est quand même pris pas mal de haters dans la gueule. Moi, je connaissais pas vraiment, donc je me suis pris pas mal de haters qui disaient mais c'est vraiment pourri. Alors après, à juste titre, parce que c'est pas un film, c'est un film, mais c'était vraiment, encore une fois, moi j'adore ce film. Voilà, ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, il est sur Amazon, ça s'appelle Connecté, et c'est un espèce de huis clos, mais sur un vidéo call. Donc c'est vrai qu'un vidéo call, bon, plein de gens mais on a découvert les haters, et j'ai raconté ça à Kev Adams, qui est un bon copain, et je lui raconte, et il me dit, mais attends. Moi, si tu veux, regarde le nombre de haters que j'ai. Il m'a sorti son téléphone, j'ai halluciné. Il m'a dit, mais regarde, et c'est vrai que il me dit, faut vraiment pas tenir compte de ça. Je dis, mais il faut faire un film sur qui sont ces gens, quoi. Moi, il y avait un mec sur Facebook
qui m'avait contacté en me disant: j'ai écouté l'émission de Nagui sur France Inter qui disait que votre film Connecté était super. Moi, j'ai regardé, je trouve vraiment que c'est de la merde. Et du coup, le mec, je lui réponds, je dis bah merci d'avoir regardé, mais je dis, vous savez, ça a fait travailler 70 personnes, c'est un film de machin, c'est compliqué, personne fait de film, nous on en fait un pendant le confinement. Et le mec répond: ah, je suis vraiment désolé pour toi parce que franchement, tu as l'air d'être un mec hyper sympa. Ça fait vraiment chier que tu sois associé à ce film de merde. Et je me dis, mais qui est cette personne? Parce qu'en plus, on avait 20 amis en commun, quoi. Donc, je me suis dit, c'est quoi sa vie de vouloir m'écrire pour me dire ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour... D'où il sort? Et en fait, je raconte ça à Kev. Et Kev, il me dit, mais non, mais c'est vrai que c'est un truc de fou et tout. Je dis, mais écoute, j'ai envie de faire un film sur ces gens-là. Il faut faire un truc, il faut faire une comédie sur ces gens-là. Qui sont les gens qui y a derrière? Et donc, j'ai écrit un truc qui s'appelle Haters, sur Kev, qui joue un personnage qui d'un seul coup se prend plein de haters et il va aller les rencontrer un par un. Et donc, à chaque fois qu'il ouvre une porte, il rencontre un de ses haters. Et c'est très drôle. C'est une grande comédie avec Fred Testo, avec Audrey Fleurot, avec Franck Dubosc, avec Elise Moon. Enfin, on a beaucoup rigolé à faire ça. Et ça ça passe donc aussi sur Amazon en ce moment. Et ça passera peut-être sur TMC prochainement. Ouais, et puis c'est un film de 2021, ça. Exactement, c'est réalisé par un mec extraordinaire qui s'appelle Stéphane Marelli et on a vraiment eu la chance d'avoir un casting super. Et Kev, j'ai adoré travailler avec Kev Adams, c'est un bosseur de dingue. Il y a Esteban dedans qui est un super acteur aussi. Enfin bref, c'est un film dont je suis super fier. Est-ce que tu as eu la chance, Romuald, quand tu étais aux États-Unis, de rencontrer j'allais dire des mecs, ouais, moi on peut dire des mecs parce que c'est des mecs de trompe, des Robert De Niro, des Scorsese, un peu ce cinéma underground, tu vois, les affranchis, voilà, ces mecs de caractère, un peu des bas-fonds, quoi. Bah, moi, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer plein de... Moi, je suis fasciné par l'histoire du cinéma américain. Vraiment, la manière dont ça a démarré, la manière dont ils ont construit un empire, la manière dont tu vois toute cette période, vraiment le début dans les années début 1900, de 1905 jusqu'à 1990, c'est tout ce qui s'est passé dans les années 20, tout ça. Je suis fanatique de la construction des studios, de MGM, de Paramount, donc déjà, je suis d'être là-bas et de rencontrer plein de gens. Des fois, je rencontrais même des vieux. Un jour, j'avais rencontré il y a 15 ans un des cascadeurs mythiques. Je vais dans un truc de cascade pour travailler sur une scène, sur une pub qu'on faisait, et le cascadeur me dit on va répéter là cette scène, c'est un truc où tous les cascadeurs se retrouvent. Ok, donc c'est une espèce de maison avec un jardin avec plein de trucs pour les cascadeurs s'entraîner. Bon. Et en fait, au fond du jardin, il y a un vieux qui a genre 90, 95 ans, qui est sur une espèce de chaise roulante, tout tripé sur lui-même, regroupé sur lui-même, et puis qui est là, et puis qui mâchouille un truc, et je dis, c'est qui lui là-bas? Ils me disent, ah bah lui c'est le fondateur de cet endroit. C'est un des premiers cascadeurs d'Hollywood. Son père était cascadeur, et son père c'était lui qui roulait dans la falaise, qui doublait John Wayne. Et donc en fait, et de rencontrer ces gens-là mythiques, tu vois, qui ont fait l'histoire d'Hollywood, ça c'est fascinant. Puis Mel Gibson, Baldwin, tout ça, c'est des mecs avec qui j'ai adoré échanger. Et ouais, non, Mel Gibson, Baldwin, c'est l'American Kid, comme on l'imagine, tu vois. Mais Mel Gibson, c'est une géographie du cinéma, quoi. Tu vois, son visage, son truc, c'est fantastique. Tu sais que moi j'ai bossé dans un cabaret, et dans le cabaret on avait un videur en fait, un ancien flic de l'anti-gang, et il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Mel Gibson. Alors tu vois, le mec taillé en V, quoi. Taillé en V, un mec super gentil, mais alors par contre hyper nerveux, tu vois, très un peu à la Ray Liotta, tu vois, ce caractère très vif à la De Niro justement. Et un jour, je parlais avec lui et tout, et puis il me disait, mais moi c'est mon modèle, Mel Gibson, quoi. Ouais. C'est mon modèle. Le Mel, côté arme fatale, tu vois, le côté. c'est le mal alpha. Mel, c'est vraiment le mal alpha.
il est sincère, il est juste, il est pas dans le bullshit. Il est vraiment, moi, j'ai adoré ce mec. Il a une éducation extraordinaire. Il est sympa avec tout le monde. Franchement, ouais, et un professionnel de dingue. Il a 40 ans de métier, donc tu lui expliques un truc, tu lui dis, bon tiens, là, le personnage il fait ça, ça, ça. Il a compris tout de suite. Ouais, non, c'est du luxe, luxe de travailler avec ces gens-là. Et tu t'es approché également de Clint Eastwood ou pas? Non, mais j'ai un copain, enfin j'ai un copain. J'ai eu une anecdote qui est très drôle d'un ami qui s'appelle Mark Friedman, avec qui j'ai produit On the Line, qui est un mec extraordinaire que j'adore, qui est un de mes mentors de Hollywood. Mark qui a créé Studio Canal à Los Angeles, qui est vraiment un super partenaire. Et Mark me racontait qu'un jour il produisait un film dans lequel il y avait le fils de Clint Eastwood, Scott Eastwood. Et Clint est venu sur le tournage et Clint s'est mis à côté de Mark, ce qu'on appelle derrière le combo, derrière le truc pour regarder son fils jouer, tu vois. Et Clint, il a dit à Mark, est-ce que tu penses que je peux dire quelque chose sur le film, tu vois, pour donner un conseil, un truc? Et Mark lui a dit ironiquement, mais vous y connaissez un peu en cinéma? C'était très drôle. Il a osé, c'était très drôle. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, j'avais vu le film qui est qualifié d'épouvante de Clint Eastwood. Je sais plus comment ça s'appelle, Les Griffes de la nuit ou quelque chose comme ça, euh, où il rencontre une femme dans un bar et en fait cette femme va tomber amoureuse de lui et elle va être obsédée effectivement par l'image, elle va devenir très jalouse et autres. Et je crois qu'il est qualifié d'épouvante ou d'horreur. Et si vous avez l'occasion de le voir, il faut le voir parce que bah là, Clint Eastwood joue le rôle d'un animateur radio, justement, qui passe du blues et du jazz de mémoire. Play, Play Misty for Me ou un truc comme ça s'appelle le titre. Ouais. Ouais, ouais, il est excellent ce film-là. Ouais. Et puis tu vois, ce que j'aime bien aussi chez Clint Eastwood, c'est son franc-parler. C'est-à-dire que bon, il a été invité à Cannes, comme il était invité à Dinard au festival du film, et comme à Deauville également, au festival du film américain. Et en fait, c'est un mec qui se gêne pas pour dire ce qu'il pense, quoi. Et voilà, il s'est démarqué par son indépendance aussi. Comme Mel Gibson, alors, bien sûr. Et puis surtout, quel réalisateur. C'est ça qui Oui. était génial, c'est qu'il a dit à Warner, on va faire un film sur deux, c'est-à-dire il y a un film où je le fais pour vous, il y a un film où je le fais pour moi. Et en fait, c'est pour ça que derrière, ça a donné les Gran Turismo, ouais, non, Gran Torino, pardon, pas Gran Turismo, Gran Torino. Ça a donné des films fantastiques, One Million Dollar Baby, tout ça. Et quand tu étais à Los Angeles, je suppose quand même que tu t'es fait le plaisir d'aller voir au moins les plateaux ou les endroits où ont été tournés Starsky Hutch et autres, quoi. Ah bah oui, bien sûr. En fait, ce qui est magique à Los Angeles, pour les gens de notre génération surtout, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu mort je trouve que, enfin, il y a plus de films qui se tournent là-bas et tout ça. Mais à l'époque, moi, quand je suis arrivé là-bas, même quand on y va encore, les gens de ma génération, t'as l'impression de connaître chaque coin de rue, quoi. Tu vois, tu connais chaque coin de rue, parce que la ville, ils l'ont exploitée de 1920 à 1990. Ils ont exploité chaque recoin de la ville pour tourner, donc jusqu'à épuisement. Donc en fait, t'as l'impression, tu te dis, ah putain, mais oui, mais là, je connais cette rue, mais je connais ce truc. T'as l'impression d'avoir toujours, tu te dis, putain, je me sens bien dans cette ville. Bah oui, si t'as passé des heures comme moi et des heures, des milliers d'heures devant ta télé, tu connais ces endroits-là, quoi. Et on dit que Los Angeles est une ville également très dangereuse comme New York. Tu as senti, toi, cette dangerosité, cette violence existante par rapport justement à ces films ou ces séries qu'on a connues, qui ont bercé notre enfance, les Starsky Hutch, toutes ces séries de policiers où justement c'était une violence pas nécessairement gratuite comme aujourd'hui, c'était une violence un peu de situation, quoi. Non, ouais, non, pour le coup, après, il y a beaucoup de pays avec des zones dangereuses, mais Los Angeles, j'ai l'impression que c'est encore plus dangereux aujourd'hui avec ce qui se passe. Il y a de la petite délinquance qu'il n'y avait pas avant dans les quartiers. Tu vois, à Beverly Hills, tu peux vraiment te faire agresser, alors qu'il y a encore quelques années avant le Covid, c'était quand même très, très, très rare. Mais aujourd'hui, à Beverly Hills, tu peux te faire agresser en plein milieu de la rue. Ça peut arriver. Alors qu'avant, vraiment, il y a cette tension qui est palpable, tu vois, aux États-Unis. Et effectivement,
Il y a beaucoup d'armes qui circulent, donc le moindre conflit d'embrouille peut vite partir au drame. Ouais. C'est le seul, c'est le seul problème. Et surtout post-Covid, parce que pendant le Covid, j'ai un copain qui vit là-bas qui me racontait qu'en fait, quand il y a eu le Covid, ils ont tous eu très très peur. Ils pensaient que c'était la fin du monde. Et les Américains qui sont un peu survivalistes, et il s'est retrouvé dans une armurerie à Los Angeles, pas très loin justement de Beverly Hills, et il s'est retrouvé dans une armurerie pour aller s'acheter une arme, quoi. Tu vois, il s'est dit, je vais essayer de me prendre une arme pour défendre ma famille, et en fait, il s'est retrouvé dans l'armurerie à faire la queue, et autour de lui, il y avait un petit papy, une fille en talons aiguilles, un mec qui ressemblait à rien. Et en fait, c'est le problème, c'est qu'en fait, si t'arrives quoi que ce soit là aujourd'hui, non, tu rentres dans une voiture par hasard, et ça, n'importe qui a un pistolet, n'importe qui a c'est tendu, c'est tendu. Ouais, c'est inscrit dans la Constitution, quoi, hein, directement, quoi. Ouais, et effectivement, alors t'as des coins où c'est encore plus marqué, comme au Texas, où ils ont tous une arme dans la voiture, mais bon, c'est lié à l'histoire du pays, hein, aussi. Hein. Et tu as eu le bonheur d'approcher, comment il s'appelle, Eddie Murphy. Moi, c'est un mec qui m'a toujours fasciné, Eddie Murphy. Non, j'ai pas eu cette chance. On a essayé, mais on a essayé sur un projet, mais j'ai pas eu cette chance. Il est très très loin. Eddie Murphy, il a gagné tellement d'argent, tellement de trucs. Mais un talent fantastique. Effectivement, à l'époque, moi j'adorais. J'adorais parce qu'en plus, c'était vraiment un personnage, tu vois, qui était drôle, d'action. Enfin, moi, je suis un fan absolu d'Eddie Murphy. Oui, et puis c'est l'acteur qui a, je dirais, qui a permis effectivement de sortir de cette communauté afro, quoi, hein, très rapidement. Et ensuite, on a eu Morgan Freeman, on en a eu d'autres qui ont émergé. Mais c'est vrai que Eddie Murphy, un fauteuil sur deux, je sais plus comment il s'appelait, le King, là, l'histoire du King, qui était très intéressante également. Le flic de Beverly Hills, bien évidemment. Tous ces films-là c'est des films qui sont restés dans la tête des gens, quoi. Tu vois, c'est des films de mémoire, quoi. Surtout à une époque où à la télé, il n'y avait pas de mixité, quoi. À l'époque, à la télé, quand tu allumais la télé, tu n'avais pas de mixité. La seule mixité, elle venait des États-Unis. Et puis du coup, moi, j'avais plein de copains qui me disaient, mais attends, mais tu vois, des copains qui étaient qui étaient d'origines diverses, qui en fait ne comprenaient pas pourquoi en France, tu vois, on n'avait pas un héros. Euh, qui pouvaient ressembler à eux et à ce que nous on avait dans notre quartier, quoi. Et donc en fait, c'est vrai que on doit ça quand même aux Américains d'avoir pu démocratiser quand même et dans la musique et dans le sport et dans les films. Et Eddie Murphy, dans un sens, ça a vachement aidé. Et c'est vrai que les acteurs américains ou les actrices sont souvent issus aussi des séries, c'est-à-dire elles ont été très très populaires par les séries, par la télévision, et ensuite le cinéma a rattrapé cette popularité. Mais moi, c'est un truc qui m'a toujours d'ailleurs impressionné, ça, tu vois, parce que je pensais qu'au contraire, aux États-Unis, c'était plus le cinéma qui avait tendance à te mettre devant la scène que de faire une série à la télévision, quoi. Ça a changé, hein. C'est vraiment maintenant les séries et le cinéma, c'est devenu vraiment. Mais pendant longtemps, il y avait une chape de plomb entre les deux. C'est-à-dire même en France, hein, tu vois, quand Jean Dujardin est arrivé au cinéma, il y avait beaucoup de gens du cinéma qui lui disaient non mais attends, lui il était dans Un gars une fille, qu'est-ce qu'il vient faire. Et aujourd'hui, c'est la plus grande star de cinéma en France. Donc c'est quand même une sacrée revanche parce que moi je me souviens de cette période où les gens disaient non mais attends, Jean Dujardin il est sur Un gars une fille qui a un petit shortcom, un petit truc de 4 minutes, il peut pas faire du cinéma. Eh ben si, c'est la plus grande star du monde et puis en plus il a gagné de France et en plus il a gagné un Oscar. Donc c'est magnifique. Mais je crois qu'il y a plus il y a plus de frontières. Tu vois, les stars de cinéma font des séries. Les modes ont changé, quoi, les modes de consommation. Mais les stars de cinéma en tant que telles, il y en a plus tant que ça. Hein. Et en 2024, tu penses qu'il est essentiel de parler anglais, je dirais, ou américain. Bon, anglais ou américain, c'est la même chose. Bon, à part que les Américains ont tendance à diminuer un petit peu, à raccourcir les mots, mais ou les syllabes. Mais c'est vrai que est-ce que c'est, je dirais, indispensable de parler effectivement donc anglais pour pouvoir vivre aux États-Unis, ou est-ce que en fait tu as des quartiers de plus en plus français, de plus en plus étendus, comme t'en as en Irlande, comme t'en as effectivement dans d'autres pays, quoi. Ah non, non, bah, aux États-Unis, tu as des tonnes la communauté française
d'ailleurs n'est pas tellement la même entre New York, Miami ou Los Angeles. Los Angeles, je trouve que les gens il y a beaucoup de Français qui s'entraident, qui se côtoient parce que c'est encore plus loin de la France. Donc en fait, t'as ce sentiment d'expatriés, tu vois, qui se retrouvent. Moi, j'avais ce sentiment-là. Les Français qu'on croisait à Los Angeles quand moi j'y étais, c'était vraiment, c'était sympa. À New York, t'as beaucoup de Français qui sont, tu vois, il y a c'est 6 heures d'avion, donc c'est plus facile de voir un Français à New York qu'à Los Angeles. À une époque, il y avait 100 000 Français qui vivaient à New York. Là, à Los Angeles, on avait 30 000. Los Angeles étant encore plus éclaté, c'était un peu plus original d'être entre Français. Mais quand tu vis dans le pays, t'apprends quand même la langue. Si tu veux travailler là-bas, il y a pas de. Les Américains font aucun effort. Il faut le savoir, font aucun effort sur la langue. D'ailleurs, même quand ils viennent en France, ils font aucun effort. Ça, quand ils viennent en France et qu'ils te demandent un truc pour, je suis perdu dans la rue, ils vont jamais essayer de te le dire en français, hein. Ils vont arriver, on te parler direct en américain parce qu'ils pensent, les Américains, que tout le monde parle anglais, quoi. Ils ont, ils sont, mais non, c'est quand même bien d'apprendre une langue et puis surtout pour échanger. Mais après, dans les 5 ans qui arrivent, j'ai l'impression que ma crainte, c'est que on va faire de moins en moins travailler nos cerveaux et j'ai l'impression que toute l'intelligence artificielle va être à portée de main et on va avoir, ça se trouve un truc, on va faire tac, on va parler et ça va. Et c'est déjà le cas à moitié, mais dans 5 ans, je sais pas si ça va un intérêt d'apprendre l'anglais. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 8 et 10 ans et quand ils sont nés, on s'est dit il faut absolument qu'ils parlent anglais parce que moi je parle bien, mais il y a parler anglais et parler anglais, quoi. Et je voulais vraiment qui parlent couramment sans accent et tout. Donc on a pris des nounous américaines, on a pris on les a mis dans des écoles britanniques et tout. Et on se dit, ça se trouve dans 10 ans, ce sera obsolète parce que ça se trouve, il y aura plus besoin de parler la langue parce que tout le monde se comprendra grâce juste à un truc qu'on aura mis dans l'oreille. Et t'as été voir également un peu ce qui se passait du côté de Samanteo, justement toute cette nouvelle technologie, les Google, HP, Microsoft, tous ces sièges un peu qui font parler le monde au niveau des GAFAM. C'est-à-dire que t'as été voir sur place comment c'était installé, comment étaient les quartiers, les campus, etc. Essayer de rencontrer un peu les gens, l'écosystème, l'ambiance. Non, non, par contre, je suis allé voir les grosses sociétés américaines type Netflix. Je suis allé visiter Netflix. Ils ont 2 gros sites. Ils ont Los Angeles et dans le siège social qui est à Los Gatos, je crois. Mais j'avais été voir et j'avais été bluffé par ce côté américain du management, tu vois, avec les restos, la salle de sport. C'est fantastique. Moi, j'adore ça. Le baby-foot. Bah ouais, bah plus que le baby-foot, ouais. Mais ouais, non, mais tout est fait pour que tu puisses pas avoir besoin de rentrer chez toi. Tu vois, la cantine offerte gratuitement à tous les employés en open bar toute la journée, c'est pour pouvoir manger en 15 minutes et être au bureau, quoi. Tu vois, de pas sortir pendant. Nous, en France, on part entre midi et 14 heures, il se passe jamais grand chose dans dans toutes les entreprises françaises parce qu'on a ce truc de tradition, et c'est peut-être bien, hein, remarque, où on va faire vraiment une vraie pause déj. Les Américains, ils font pas de vraie pause déj. Les Américains, ils démarrent très tôt, d'ailleurs, ils démarrent entre 8 et à 8 heures, ils sont tous au taquet, et puis ça s'arrête un peu plus tôt, par contre, ça s'arrête à 17, mais ça bosse dur, ouais. Et comment tu découvres en fait toi Internet? Quels ont été les premiers sites? Qu'est-ce qui t'a donné envie effectivement d'ouvrir ton ordinateur et avec ta souris d'aller voir ce qu'il y avait sur le web? Qu'est-ce que tu découvres en fait et en quelle année? Euh, Bah, comme j'étais à Énergie, qui était quand même assez, il y avait là-bas des mecs qui étaient pionniers d'Internet, qui en 97, 98, ouais 98, avaient créé. C'était drôle parce qu'il y avait un pôle, téléphonique. C'est toutes les lignes surtaxées à Énergie qui prenaient pratiquement. Et le Minitel? Et ouais, le Minitel qui prenait vraiment presque tout un étage, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et il y avait 2 gars super. Un qui s'appelait Greg, l'autre qui s'appelait Patrick. Et ils avaient un 3e gars qui s'appelle David. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que ces gars-là, ils étaient au fin fond du couloir et on leur a dit, bah vous allez vous occuper du nouveau truc là qui s'appelle Internet. Mais personne n'y croyait, tu vois. En vrai, on se disait, mais c'est qui ces gars, tu vois, au fond de Internet, qu'est-ce que c'est? Enfin, moi, je recevais encore des lettres d'auditeurs par courrier, quoi. Tu vois, les Ouais. gens, ça ne- et
Et un jour d'ailleurs, les mecs, ils avaient créé un espèce de premier Facebook pour les auditeurs d'énergie. Ils avaient créé une espèce de plateforme pour dire tous les samedis soirs, on se branche, branchez-vous tout. Mais les gens n'avaient pas d'ordinateur chez eux, ils n'avaient pas de système pour aller sur Internet, ils n'avaient pas de connexion Internet, ou alors c'était vraiment tu sais, pour aller sur Ouais, Internet. ouais. Le mode Polytech, quoi. Exactement. Donc, c'était des pionniers. Moi, donc vraiment, Patrick Excand, David Capaldi et Greg. J'ai un immense respect pour ces gars-là. Et aujourd'hui, si tu retournes à Énergie, je suis sûr que l'étage web, le web, c'est 2 étages. Euh, et à l'époque, les mecs, ils avaient vraiment, on se demandait c'était qui, tu vois, on se disait mais qu'est-ce qu'ils font les gars, mais c'était vraiment la ruée vers l'or d'Internet, quoi. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que tu parlais du Minitel. Moi, je me rappelle du 3615 Énergie, Energy Club, etc. C'était d'ailleurs dans les émissions de Mitsu, dans les émissions de Marc Scalial, Star Match, le matin, Denis Balbir et Smicky pour Starter, donc qui ouvrait le matin. Bien justement, on entendait ce fameux Minitel qui claquait comme ça dans les promos. Et puis même Frédéric Dorieux le soir, hein, quand il faisait son émission, il y avait effectivement ce Minitel qui revenait. C'est vrai que j'ai moins souvenir d'avoir entendu les numéros surtaxés, les fameux audiotels. Parce que moi, c'est une époque que j'ai connue. Hein. J'ai connu le Minitel. J'ai eu mes premiers serveurs, mes premières messageries et autres. J'avais fait appel à une SS2I d'ailleurs. J'avais rencontré la commerciale. On est sortis ensemble et ça m'a beaucoup servi parce que elle m'a présenté les techniciens, les développeurs et autres. C'était très compliqué de pouvoir développer quand tu faisais du Minitel parce que il faut avoir une certaine agilité et en même temps, c'est des lignes, je dirais, qui sont très compliquées parce que tu as vite fait effectivement de faire une connerie. Donc c'était assez complexe à l'époque et j'avais ouvert deux serveurs en fait qui étaient des serveurs de rencontre, hein, voilà, et c'était très compliqué parce qu'il fallait puber à mort pour pouvoir effectivement toucher le national. Si tu pubais uniquement en local, bah, tu avais du local et ça intéressait pas effectivement d'aller rencontrer quelqu'un. Par exemple, toi tu étais de Lyon et tu avais une autre personne effectivement que tu voulais rencontrer sur Lyon, bah non, tu avais des gens effectivement de Vichy ou tu avais des gens de Paris, c'était pas en adéquation. Et c'est vrai qu'après il y a eu l'époque Audiotel, donc moi je me suis aventuré dedans également avec les achats de séquences et autres, et c'était un peu compliqué. Sur internet on avait des allopass aussi avec les fameux codes derrière. Ça a marché qu'un temps. Et puis après il y a eu ce qu'on appelle les SVI, les serveurs vocaux interactifs, avec les menus interactifs également qu'il fallait constituer. C'était encore une autre forme de métier. Et puis ce fameux pavis de déconnexion sur les Minitel qu'il fallait respecter par rapport à France Télécom, sinon on était dégagé et on fermait effectivement notre licence d'exploitation de Minitel, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr, ouais, belle période. Mais t'as fait plein de trucs alors du coup, Philippe, hein, ouais, effectivement, Ouais, je c'était. me suis pas mal baladé, j'ai été un touche à tout, tu vois aussi, mais j'ai pas fait de cinéma par contre. Ça J'ai va pas fait de cinéma. venir. Je te sens inspiré là, ça va venir. Mais c'est non. Par contre, je suis quelqu'un qui est passionné par le doublage, tu vois, par tout ce qui est post-synchro et autres. Et est-ce que toi, tu t'es intéressé justement avant de faire du cinéma à tout ce qui était un peu studio de doublage, aller voir des comédiens, des gens comme Serge Chauvion par exemple, qui faisait la voix du lieutenant Colombo, ou Alain Dorval qui faisait la voix de Sylvester Stallone qu'on a perdu, Patrick Poivet qui faisait la voix de Bruce Willis et tant d'autres. Bah, moi, comme je te disais, je suis un grand fan absolu de Dorothée Pousseau, qui est pour moi la meilleure voix française. C'est elle qui double Margot Robbie, et j'ai eu la chance de travailler avec elle sur le doublage de mon film On the Line. Elle a piloté ce doublage. C'est vrai, elle a démarré quand elle avait 8 ans, même avant, je crois. C'est vraiment c'est une star du doublage. Elle est extraordinaire. Elle a une technicité. Elle a fait ça toute sa vie, donc elle a une force. Elle est hyper efficace, puis elle est hyper respectée dans le métier et tout ça. Et avant, moi, j'avais rencontré forcément Richard Darbois, qui faisait la voix Ah oui, d'énergie. ah oui, Richard, tout à fait. et moi, à l'époque, où j'étais journaliste pour une émission de TF1 qui s'appelait Exclusif. Mhm. Et en fait, j'ai fait un reportage sur Richard, et j'ai halluciné sur Richard, parce que Richard, il arrivait le mardi à Paris en train, il montait sur son scoot et il enchaînait 10 rendez-vous dans la journée où il faisait une pub, il gardait son blouson, tu vois, il arrivait, un truc de doublage, il allait, et je l'ai suivi sur une journée.
Et c'est incroyable. C'est une bête, tu vois. Moi, je suis un fanatique du doublage. Mais j'ai un immense respect pour les acteurs de doublage parce qu'ils nous ont fait aimer le cinéma américain. Tu vois, ils mettaient les intentions des fois plus que l'acteur américain, avec vraiment, avec vraiment, euh, tu vois, des voix iconiques. Je pense à Patrick Poivet, tu vois, qui était la voix de Bruce Willis. Tu vois, c'est des voix qui nous ont marqué toute notre enfance et tout ça. Moi, j'ai un immense respect pour tous ces acteurs. Chaque fois que j'en croise un, Donald Renew, tous ces gens-là. Mais encore une fois, Dorothée Pousseau, c'est vraiment pour moi quelqu'un d'extraordinaire. Oui, et puis des gens comme Balutin pour Starsky, Michael Glaser, Francis Lax pour Hutchinson. Ouais. Euh, voilà, c'est des gens, comme tu dis, oui, ils avaient une intention, c'est-à-dire que je me souviens d'une émission de Sacrée Soirée produite par Georges Louvain et animée par Jean-Pierre Foucault, où justement ils étaient réunis sur le plateau et tu les voyais, ils faisaient des sortes de battle un peu du doublage et tu sentais que c'était des hommes humbles et des femmes humbles. Je pense, tu vois, au jeu de 20 heures également, toute cette distribution d'acteurs qui étaient présents dans les jeux. C'est aussi des gens du doublage. Je pense à Michel Dax, par exemple, tu vois, tous ceux qui ont fait les dessins animés également. Roger Carrel, l'homme au sans-voix. Bien sûr, mais tu as raison sur le côté humble, parce que je trouve que ça m'a toujours marqué, moi, mais ça vient d'un truc, c'est que euh, les acteurs de doublage sont dans un studio et on entend que leur voix et ils donnent tout dans leur voix parce qu'il faut qu'ils transmettent une émotion et tout. Ils n'ont pas l'image dans le sens où on les filme pas et du coup c'est un peu un métier ingrat dans le sens où cette prestation, tu vois par exemple ils vont faire une prestation extraordinaire des fois en sauvant des fois des prestations. Franchement moi je l'ai déjà vu sur des films américains où l'acteur américain des fois la voix française apportait un mini plus sur un truc, sur une intensité, et on va dire putain quel acteur américain extraordinaire. Et en fait bah ouais mais il y a la voix française qui joue derrière et qui envoie du pâté et comme en fait il y a aucun reward de ça, aucune récompense entre guillemets de ce travail, je trouve. Enfin, c'est en tout cas très peu connu. Il y a peut-être cette humilité qui en dégage. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a il y a des comédiens à tout court d'ailleurs, hein. Je me rappelle de Benoît Lemann qui m'avait dit attention, je suis pas comédien de doublage, je suis comédien tout court, comédien avant tout, ou comédienne pour celles qui le sont. En fait, tu prends des comédiens qui ont doublé Clint Eastwood, il y en a eu deux ou trois, je sais plus. Donc, suivant les époques, il y a eu effectivement des voix différentes. Oui, bah tu vois, nous pour Mel Gibson, malheureusement, qui est l'acteur qui l'a toujours doublé pendant toute sa carrière, est décédé pendant le tournage d'On the Line d'ailleurs. Et Mel l'avait connu, il était un peu touché Mel quand il a appris ça, tu vois, c'était quelque chose que c'est une voix qui a porté sa carrière en France. Et c'est vrai que c'était dur pour nous de trouver une voix et on a eu la chance de travailler avec Emmanuel Jacomi qui était disponible, qui double Denzel Washington, qui double qui a fait une voix sur Mel Gibson qui était vraiment parfaite et maintenant qui est le doubleur officiel de Mel. Alors justement, on va aborder ce côté IA. Tu nous as soulevé ça tout à l'heure. On voit que l'IA est en train d'être partout. Il y a les clonages, il y a le multimodal. Donc maintenant, on travaille sur l'image, on travaille sur le texte, on travaille sur la vidéo, on travaille sur la photo, etc. Donc en fait, il suffit plus comment dire, de remplacer quelque chose qui pouvait être un média. On remplace tous les médias, on synchronise les médias et quelque part, il y a une rapidité au niveau de l'interaction. Au niveau du cinéma, comment ça se passe? Vous êtes touché de plein fouet? Vous pensez que vos métiers vont disparaître et être remplacés par les IA génératives? Il y a une peur vraiment même au niveau des États-Unis, au niveau des grands réalisateurs américains? Je pense que les grands réalisateurs américains, ils n'ont pas très peur parce qu'ils auront toujours du travail, mais il y a une réalité économique qui est, euh, qui est indéniable. C'est que moi, ma plus grande crainte, et en même temps, je pense on saura s'adapter parce que il y aura toujours moyen de s'adapter. Mais ma plus grande crainte, je vais te donner un exemple très simple, c'est que là, moi, je vais sûrement tourner un film l'année prochaine où j'ai 3 4x4 qui se suivent dans le désert. Il faut que ce soit au coucher de soleil et c'est un plan
d'hélicoptère ou de drone, mais un gros drone qui suit les 4x4 dans le désert, que ce soit un timing précis, parce qu'il faut que ce soit donc vraiment à ce qu'on appelle la golden hour, c'est vraiment le moment du coucher de soleil ou du lever de soleil, mais vraiment il faut que ce soit une lumière bien précise. Et il faut que il fasse beau, qu'il y a plein de détails, que les trucs roulent en même timing, il faut que tout soit cette scène-là, à réaliser, elle doit coûter peut-être 150 000 euros parce que faut emmener des gens dans le désert, faut louer trois trucs, faut prendre un hélicoptère à 15 000 balles, faut louer les caméras, faut bloquer peut-être tel endroit, faut loger peut-être des gens sur place, donc peut-être pour 100 000 balles, 150 000 balles pour tourner cette scène. Aujourd'hui, tu as des outils et puis alors, sur des 150 000 balles, tu as peut-être 2 chances, 3 chances, parce que tu vas avoir 20 minutes pour tourner ta scène. Il faut que tu envoies tous les trucs, il faut que tu reviennes à fond, il faut que tu le refasses peut-être une deuxième fois. Mais bon, aujourd'hui, tu as des outils. Il y a un truc qui s'appelle Sora. Tu vois, le OpenAI travaille sur des outils où en gros, on va pouvoir écrire voilà, je veux une scène dans le désert avec 3 trucs et au coucher de soleil et machin truc. Tu feras entrer, ça te coûtera 100 balles et tu vas avoir ta scène. Et c'est ça le risque. Une sorte de prompt, quoi, en fait. Sorte de prompt, et c'est ça le risque. C'est le risque, et en même temps c'est génial parce que tout le monde va pouvoir faire des films, et si t'as pas 150 euros pour faire 150 000 $ pour faire cette scène, si t'as 100 euros, tu vas pouvoir la faire quand même. Et alors c'est sûr que ça sera un autre métier, c'est presque développeur, parce que tu vas pouvoir la retravailler ta scène en disant attends, tu peux me la refaire en mettant le soleil à gauche, et il y a une des voitures qui est 10 mètres de plus, bam, et en fait tu réaliseras en faisant des prompts. C'est là où je pense que ça va changer. Après, les acteurs, avant de remplacer Tom Hanks ou avant de remplacer un Mel Gibson qui est capable de pleurer à la commande comme ça, de rapporter cette humanité, j'ai l'impression que peut-être ça fera briller encore plus ceux qui arriveront sans intelligence artificielle. Mais il y a la moitié du film d'Indiana Jones, le dernier, qui est avec le visage de Harrison Ford, qui a été donc je connais des acteurs américains que je citerai pas qui en fait ont refusé qu'on modélise leur visage pour un film. Il y avait un film où les mecs et ils ont refusé en disant mais moi non, prenez quelqu'un de plus jeune qui me ressemble, mais ne me prenez pas moi et ne me rajeunissez pas, quoi. Donc en fait, bon, la crainte, il y a une vraie crainte dans le doublage, ça c'est sûr, il y a une vraie crainte dans le doublage, et à juste titre, parce que tu vois, Leonardo DiCaprio, il a une voix différente dans le monde entier. Et peut-être qu'un jour, Leonardo DiCaprio, il dira, moi, dans mon contrat, je veux que ce soit ma vraie voix, mais qui soit juste avec l'intelligence artificielle mis dans la langue en question. Et tu appuieras sur un bouton et tu auras la vraie voix de Leonardo DiCaprio, mais en français. Et ça, c'est une vraie crainte légitime de la part de tout le monde du doublage. Et c'est pas, attention, ce n'est pas que les acteurs de doublage qui sont impactés, c'est tous ceux qui les enregistrent, c'est les ingénieurs du son qui peuvent mourir du jour au lendemain, c'est ceux qui vont mixer le film, c'est tout ce truc, quand même, tout un pan de... Mais bon... il faut se battre pour ça, il faut se battre pour les gens qui sont dans ce domaine, et voilà. C'est vrai que là, ce que tu nous exprimes, c'est en fait à la fois une démocratie, je veux dire, de faire du cinéma, un côté démocratique, en fait, les chances pour tout le monde. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque part une peur inhérente de toucher la chaîne de distribution complète des différents acteurs et actrices qui font qu'un film est un film, quoi. Mais surtout, en fait, avant, ça a déjà quand même démarré vachement fort, parce qu'avant, pour faire un film, il fallait quand même de la bobine, des trucs. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un film avec un iPhone et un logiciel de montage à 10 balles. Tu peux aller faire un film dès lors que tu as une belle lumière et un petit micro tu valorises et la lumière et le son, et que tu fais un peu de montage, tu peux vraiment faire un film, et un film super. Moi, j'ai vu des films tournés à l'iPhone qui sont des fois mieux que tu vois, et dans la narration, qu'est-ce que tu racontes, quoi. Donc bon, non, ouais, mais il y a une inquiétude légitime à tous les étages, mais j'ai l'impression que c'est un peu à tous les, tu sais, les mecs dans la finance, ils sont en panique parce qu'effectivement l'intelligence artificielle va pouvoir analyser mieux qu'eux dans le monde entier en temps réel ce que tu vois, ont essayé d'analyser en une semaine. Donc tu as quand même dans tous les domaines
Mais avant qu'on remplace Philippe Belgrand, je peux te dire que, tu vois, avant qu'il y ait une intelligence artificielle qui remplace Philippe Belgrand, ça, je peux te dire que là, t'es tranquille. Ouais, mais oui, quoique, on peut être cloné. On peut être cloné déjà. Hein. C'est vrai, tu peux être cloné, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, est-ce que je parle vraiment au vrai Philippe Belgrand? Bah, C'est ça, c'est ça. c'est la question. Est-ce Ça se qu'on est dans une matrice, hein? trouve, mais ça se trouve, c'est pas le vrai Philippe Belgrand. Et Ouais. voilà, est-ce que il va pas falloir aller chercher Néo? Et c'est ça le truc. Hein. C'est vrai que c'est une question existentielle, ça quelque part. Qu'est-ce que tu penses toi en tant que alors téléspectateur, mais en tant qu'aussi réalisateur et scénariste d'un acteur qui est en train d'émerger, qui est en train de tout fracasser. Pour moi, c'est peut-être l'acteur de demain, c'est Pierre Ninet. Pierre Ninet qui vient effectivement de jouer dans le Comte de Monte Cristo. Pour moi, il est en train de tout exploser ce garçon, quoi. Bah moi, je dirais pas que c'est l'acteur de demain, je dis que c'est l'acteur d'aujourd'hui, parce que Pierre Ninet, il est déjà bien, bien, bien en place. Et même d'hier, puisqu'il avait déjà fait des gros succès, Pierre. Non, moi, je suis fan de sa technicité. Il a une expérience maintenant. Qui est phénoménal. Il arrive à jouer plein de trucs. Le Comte de Monte Cristo m'a bluffé. Aussi bien sa prestation, sa performance. C'est vraiment un acteur extraordinaire. Et je pense qu'il va nous offrir encore plein de trucs. Et surtout dans ses choix aussi, parce qu'un acteur, c'est des choix. C'est des choix, il faut faire les bons choix, il faut avoir de la chance sur les propositions qu'on peut nous faire. Donc c'est la performance, le talent, mais aussi lié à l'analyse et comment on avance dans le métier, parce que parce qu'un mauvais choix peut être fatal. Mais non, il est très très fort. Moi, je l'adore. Super. Moi, je trouve qu'il est très proche, si tu veux, dans ses rôles à contre-emploi, comme ça, ses rôles assez vifs, où il joue des personnages fracturés, des personnages dans la douleur, etc., de celui qui a joué dans Mérine, c'est-à-dire qui a joué les deux Mesrine, et dans Mon Roi. Je suis en train d'essayer de retrouver le nom de cet acteur. Cassel? Oui, Vincent Cassel. Ouais. Ouais, bah, oui, oui, bien sûr. Bah, Vincent Cassel, immense acteur aussi. On a de la chance en France d'avoir des acteurs extraordinaires. Moi, j'ai produit des films qui étaient réalisés par un mec super qui s'appelle David Charon. J'ai produit un film récemment qui s'appelait L'Incroyable Embouteillage 1 et L'Incroyable Embouteillage 2. Et c'est un film qui réunit des acteurs français. Donc, dans Embouteillage 1, on avait Thierry Lhermitte, Miu Miu, Gilbert Melki, Patrick Timsit, Elie Semoun. Dans l'Embouteillage 2, on avait Gérard Jugnot, Fred Testo, Bruno Sanchez, que j'adore, Julien Pestel, qui sont pour moi la nouvelle génération d'acteurs français. Julien Pestel et Bruno Sanchez, extraordinaires. Et donc, j'ai découvert, moi, sur ces deux films-là, qu'en France, vraiment, on avait des acteurs super. Et puis, j'aimerais qu'on aborde également quelque chose qui inquiète un peu les gens, en tout cas les gens qui sont un peu comme moi, un peu conservateurs au niveau, si tu veux, pas au niveau politique, mais au niveau effectivement, en fait, de l'histoire un peu du cinéma. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Walt Disney, par exemple, de pouvoir, je veux dire, changer comme ça les codes au niveau de Walt Disney? C'est les Américains qui ont voulu ça, ou ça vient d'où de pouvoir changer la typologie, le caractère des personnages, etc. Alors là, tu me poses une question, je sais pas. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Disney puisque je produisais des séries pour eux. J'ai fait 3 séries avec eux. J'ai toujours adoré travailler avec Disney. J'adore travailler avec les groupes américains. J'ai l'impression de bien fitter dans leur méthodologie. Je parle. Après, sur leur choix, je saurais pas si c'est un choix. Enfin, si tu parles des choix qu'ils font en France et tout ça, je sais pas. Mais Ouais, tu vois, par exemple, Blanche-Neige, tu vois que le personnage, voilà, il va plus être pareil, oui, il est plus pareil. Tu prends certains grands classiques de Walt Disney qui ont été complètement dénaturés, quoi. ouais, ça, je sais pas. Là, après, tu sais, j'ai envie de te dire, ça dépend vraiment des périodes. C'est-à-dire que les enfants qui vont découvrir ces grands classiques-là, pour eux, tu vois, ce sera la première fois qu'ils vont le découvrir. Donc, moi, je pense que ça dépend vraiment tu vois, nous, on considère sûrement que ça peut avoir, tu vois, c'est dommage de toucher. Mais même aujourd'hui, si quelqu'un disait, on va refaire Back to the Future, enfin, Retour vers le futur, je dirais, oh là là, attention, qu'est-ce que vous faites là? Touchez pas, touchez pas à Retour vers le futur, s'il vous plaît. Euh, Franchement, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas encore analysé le truc.
Et quels ont été les livres qui t'ont porté? Quels ont été les livres déclics? Ce que j'appelle les livres déclics, c'est-à-dire les livres qui permettent effectivement de passer à l'action ou les livres, qui permettent d'entreprendre ou les livres qui donnent une ouverture sur la vie? Si Moi, tu en si avais 3 par exemple à nous conseiller. bah, si j'en ai un surtout, j'en ai un, je conseille à tout le monde, c'est la Bible. Non, je déconne, non, j'en ai un que je conseille à tout le monde, mais pour de vrai, mais c'est la Bible de l'écriture, on va dire. C'est parce qu'il y a des tonnes de livres pour écrire, mais je conseille ce livre à tout le monde, tous ceux qui veulent écrire un film. Parce que c'est écrire un film, c'est vraiment complexe, ça nécessite quand même un savoir sur la manière dont se présente un film, sur plein de choses. Donc souvent on me dit ah tiens j'aimerais écrire un truc ou ah tiens j'ai une idée ou ah tiens j'aimerais bien aller au bout du truc. Et j'ai lu moi le livre que j'adore et pourtant j'en ai lu beaucoup mais celui-là il est vraiment tout le temps à côté de moi. Il s'appelle Writing Comedies for Fun and Profit et ils ont rayé fun. En fait, en gros, c'est écrire des comédies pour le fun et pour l'argent, et ils ont rayé pour le fun. Et en fait, c'est un livre hyper drôle écrit par les mecs qui ont écrit La Nuit au musée, tu sais, avec Ben Stiller. Je sais pas si tu Oui, connais. excellent, ouais. Voilà. Excellent film. Il y en a 2 d'ailleurs, il y a le 1 et le 2, je crois. Exactement. Et eux, ils ont écrit, tu vois, le livre, il démarre en disant n'écoutez pas votre professeur de cours de scénario qui n'a jamais écrit un script de sa vie. Écoutez-nous, nous, on a fait 1,5 milliard de dollars au box-office américain. Donc, écoutez-nous. Et c'est vrai que le truc est très, 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 très drôle. Et ça reprend des techniques d'écriture qui sont fantastiques. C'est vraiment pour moi, vraiment un, un partenaire de travail, ce livre. C'est écrit par Ben, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est les deux auteurs. Il est traduit en français ce livre? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'on le trouve sur Amazon. On le trouve sur Amazon en anglais, mais je pense que oui. Mais sinon, il est très facile à lire. C'est pas de la haute. Euh, c'est pas du littéraire, de shakespearien. C'est très simple, c'est très drôle. C'est très drôle. D'ailleurs, il y a une des trucs qu'ils disent, c'est ils disent qui est très drôle, c'est quand vous écrivez votre script et que vous avez terminé, bravo. Maintenant, réécrivez-le. Et maintenant, ils disent bravo. Maintenant, réécrivez-le depuis le début. Et ils disent maintenant, réécrivez-le. Et là, ça dit, ah, vous en avez marre qu'on vous le dise. Et tu tournes la page, tu te dis, eh ben maintenant, réécrivez-le. Et réécrivez-le 7 fois, tu vois. Et au bout de la 7e fois, ils disent, maintenant, relisez votre première version. C'était vraiment de la merde. Et tu vois, et tous ces trucs-là, tous ces petits trucs où tu te dis, putain, c'est vrai, tu vois. Parce que quand tu écris un script, tu te dis, waouh, ça y est, je l'ai fini, je vais l'envoyer. Ben non. En fait, il y a une phrase qui dit, écrire, c'est réécrire. Et effectivement, quand tu écris, writing is rewriting. C'est quand tu écris, il faut que tu retravailles ton script, chaque mot, chaque lettre, chaque virgule. Ouais. Et là, tu me donnes l'enchaînement. À Hollywood, il y a une légende qui dit que justement au niveau des scénarios, je crois qu'il y a plusieurs identités de scénarios. C'est-à-dire que c'est pas un scénario qui sort, ils en prennent plusieurs du même film avant effectivement de les sélectionner. Ou je sais pas si je m'exprime bien, mais je crois que c'est de l'ordre de 10 ou de 12, de 14, je sais plus combien. J'avais lu ça quelque part. Non, non, c'est les versions. C'est-à-dire qu'en fait, en Ouais, c'est les gros, versions, voilà, c'est ça. et d'ailleurs, c'est très drôle parce que dans le livre, les auteurs dont je te parle, ils racontent une anecdote sur un film. J'ai oublié le film, mais ils sont engagés par un studio pour écrire un film. Ils écrivent le film et le studio les vire pour engager un autre auteur pour écrire à leur place, pour réécrire l'histoire. Ces autres auteurs se font virer et comme ça, le studio fait ça pendant à peu près 7 ans où ils écrivent plein de fois le film, ils essayent de retrouver le truc, de trouver le truc, jusqu'à finalement, au bout de 7 ans, réengager les deux à l'origine, Mhm. qui réécrivent pratiquement la même chose que la version 1 et qui sort et qui a un carton, je sais plus ce que c'est. Mais non, c'est vrai qu'un la V1 d'un film en tant que script, c'est-à-dire que la version 1 est rarement la bonne. La réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont des fulgurances d'écriture ou des génies qui permettent d'écrire une V1 qui va aller. Ça existe, hein. Il y a des films qui sont des succès et qui ont été écrits comme ça dans des fulgurances en quelques jours. Mais en réalité, un film, c'est écrit, c'est 90 pages, ça demande des semaines. Au mieux, tu as des gens qui mettent des fois 2 ans à écrire un script. Et après, derrière, ça demande du travail, pour plein de raisons. Et les dialogues, et l'enchaînement de l'histoire. Et après, c'est le réalisateur qui arrive en jeu pour la mise en scène. Donc, bon, c'est un long, long process. Chaque film est l'Himalaya.
C'est pour ça que chaque film qui se fait, pour moi, c'est une chance inouïe parce que c'est vraiment long à faire. Ouais, mais ça, c'est très, très intéressant que tu nous l'expliques parce que c'est vrai que les gens, bah, ça leur permet d'avoir une meilleure compréhension en fait de l'un de tes métiers, hein, donc qui est le fait d'être scénariste aussi. Et quand tu écris un scénario donc de 90 pages, est-ce que quelque part tu le présentes aussi à ta famille? Est-ce que voilà, tu en parles à ta compagne, tu lui dis bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu marcherais dans ce genre de film? Et c'est la base de la base. Et même moi, j'ai un truc, ça fait beaucoup rire, on en parlait encore hier avec ma femme, c'est que je la réveille à 5 heures du matin, parce que moi j'écris la nuit. Je la réveille et je dis, hey, tu sais, pour ce personnage-là, quand il ouvre la porte et qu'il fait, elle me dit, mais elle dit quoi? Je dis, non, mais si, qu'est-ce que tu penses de... Donc, c'est presque de la coécriture avec ma femme, parce que, en fait, je la réveille, elle a des idées super. Et ou des fois, par exemple, je sais pas, on est en train de cuisiner, on a parlé d'un film que je suis en train d'écrire, et puis elle va me dire, mais pourquoi ton personnage, il ferait pas ça? Et je fais, hein? Et en fait, non, non, c'est très très forte. Mais non, t'es obligé d'avoir des avis. C'est vraiment important d'avoir des bons avis parce que la réalité, c'est que si tu le fais lire aux gens de ta famille, ils vont tous dire c'est génial. Il faut avoir des gens de la famille qui soient vraiment sincères sur. Et puis un script, il faut savoir le lire. C'est-à-dire qu'un script, il faut avoir cette vision il faut connaître enfin la lecture d'un script. T'as des gens qui sont très mauvais pour lire ou très bons pour lire des scripts. Ça nécessite quand même une connaissance. Et c'est vrai que des fois, quand tu fais lire ton script, je sais pas, à ta belle-sœur, qui va te dire, ah bah c'est génial, j'ai été pris par l'histoire, enfin, je pense que c'est bien d'avoir aussi des gens vraiment sincères qui te disent ce qu'ils en pensent. Et il y a des histoires tu vois, je crois que Danny Boone avait fait lire Bienvenue chez les Ch'tis à plein de monde autour de lui, pareil, mais comme tous les scénaristes font ça pour avoir des avis et tout. Et il y a un acteur à qui il avait proposé le film, c'est une histoire qu'on m'a racontée, où en fait l'acteur lui a dit, ah, tu sais quoi, dans le script, j'aime pas trop la scène du vélo quand ils sont bourrés, j'aime pas trop cette scène-là, etc. Tu devrais l'enlever et tout. Et au final, c'est une des scènes mythiques du film et c'est une des scènes qui a fait d'ailleurs l'affiche du film. Donc en fait, tout le monde a un avis sur un script. C'est pas simple. Ah, tu sais que j'ai une mauvaise expérience avec Bienvenue chez les Ch'tis, mais vraiment une petite anecdote comme ça qui a dû arriver à d'autres personnes. J'étais avec une amie et puis elle avait sa fille, puis elle me dit ah, c'était un week-end et puis elle me dit ça c'est un samedi, tu viendrais pas avec nous au cinéma? Bon ok, pas de problème. Et on a été un petit peu tard, donc du coup on arrive, on paye nos entrées et tout. La salle était bourrée, pleine à ras-bord. Et en fait, du coup, on s'est retrouvés à l'arrière. On nous a mis des petits sièges réhausseurs pour bébé là. Et on a regardé le film comme ça pendant toute la séance. Et c'est vrai que là, je l'ai eu un peu mauvaise parce que je me suis dit bon bah le cinéma aurait pu faire un effort ou j'en sais rien, trouver des chaises ou. Mais après, bon, il y a peut-être une question de sécurité aussi au niveau de la salle, de l'exploitant, mais être derrière, et on n'était pas les seuls, hein, il y avait d'autres personnes comme ça qui arrivaient, ils étaient voilà en tailleur, en train de regarder le film sur l'année principale centrale, quoi. Et c'est étrange quand même. Hein. Ouais, mais c'est quand même, ça reste quand même ça c'est quand ça cartonne, tu vois, ça restait un phénomène. Le Bienvenue chez les Ch'tis, donc tu vois, mais c'est sûr, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et à Rennes, quand j'ai été voir Intouchable, je crois qu'il y avait une queue de ah oui, facilement 50 mètres, 70 mètres. Ah, On était au Champ de Mars, donc tu avais la place et en fait, ouais, les gens avaient remonté juste le long de la brasserie et on rentrait, mais comme des escargots, quoi. c'est un des plus grands succès de toute l'histoire du cinéma, hein, c'est sûr que c'était. Mais moi j'aime bien quand justement des films marchent en salle, c'est quand même plutôt bon signe. Et je trouve, et j'en parlais avec ma compagne il y a pas longtemps, on a été voir le premier volet de Mission Impossible. Oui. Puisqu'il a été décalé pour la suite, je crois que c'est en 2025 qu'il arrive, produit par Tom Cruise, avec Tom Cruise. Et j'ai trouvé que le son par rapport, bon, ça, tu me diras, ça faisait un moment que j'avais pas été au cinéma, mais dans une salle, et j'ai trouvé que le son était beaucoup plus fort. Ouais, très fort même. Je me rappelle en tant que disque jockey, on avait des décibelmètres, donc on contrôlait effectivement la qualité du son, etc. Et on faisait très attention à la qualité auditive parce qu'on sait que il peut y avoir des complications importantes. Les salles de cinéma, mais je sais pas à combien elles sont, mais c'est trop quoi.
Ça dépend des salles aussi, hein, ça dépend du setup, ça dépend de trucs. Mais c'est vrai que des fois, il suffit que je sais pas, moi je m'y connais pas, mais que le film d'avant soit un peu moins fort. Normalement tout est calibré, mais il suffit que le film d'avant soit un peu moins fort et qu'il l'ait monté et qu'il n'ait pas changé derrière mais bon, c'est sûr que c'est l'expérience du film. Ouais. Alors ça vient peut-être aussi d'une technologie qui est le Dolby Pro Logic là, qui fait que Oui. voilà, tu as deux caissons de basse qui sont derrière l'écran et en même temps tu as des espèces d'enceintes satellites sur les côtés. Et quand tu as la publicité, par exemple, le son est à peu près correct. Bah alors, dès que ça commence, putain, je te jure, j'avais le son de Mission Impossible, je l'avais dans le bide. Ma compagne, elle tremblait effectivement par rapport à la percussion des détonations des armes et autres. C'était assez interrogatif. En sortant d'ailleurs, j'ai été voir l'exploitant de salle. Je lui ai dit mais Oui. votre son est quand même un peu fort. Il me dit non mais il faut que ça soit comme ça parce que c'est du spectacle. Ouais, non, c'est sûr. Non, quand c'est gênant pour le visionnage, ça n'a pas d'intérêt. C'était assez extraordinaire. Si vous aussi, vous avez d'ailleurs vécu ce genre de choses, des expériences, des anecdotes, en regardant ce podcast avec Romuald Boulanger que je reçois aujourd'hui, donc réalisateur et scénariste et amoureux de la radio aussi. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est la publicité, parce que tu as travaillé dans la publicité audiovisuelle. Et la pub, moi je me souviens qu'avant la pub dans ma jeunesse, c'était des pubs chantées. J'adorais Hollywood Chewing Gum, il y avait quoi? Il y avait Ultra Bright, il y avait tous ces pubs-là, Belle des Champs, tu vois, la Gotenner et autres. Et c'est pareil, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la publicité, et tu vas me dire ce que tu en penses, la publicité dépasse le produit. C'est-à-dire que quelque part, la filmographie, le spot, en fait, cache le bénéfice du produit, quoi. Ouais, moi j'ai eu la chance de faire 250 pubs dans ma vie et c'est vrai que c'est un exercice que j'adore parce que c'est court, tu racontes en 30 secondes quelque chose, donc c'est fantastique. Effectivement, j'avais pas remarqué ça, c'est marrant que tu dis ça. On a laissé un peu ce côté jingle chanté, c'est vrai, ce côté un peu. Mais à l'époque, on faisait avec les moyens qu'on avait. Enfin, moi, quand j'étais jeune, je regardais les pubs. Il y en avait quand même quelques-unes qui étaient avec un avion qui arrivait, la fille qui avait une rose entre les dents, le truc, je sais plus comment ça s'appelait cette pub. Il y a quand même des moyens. C'était Ultra Bright, ça, non? C'est peut-être Ultra Bright. Non, je me demande. Celle qui plongeait en haut d'un rocher, là, je sais pas quoi. Elle avait la rose dans les dents et puis elle plongeait tout droit. Ouais, je sais plus ce que c'était ça. Mais enfin, toutes ces pubs avec, tu vois, je me souviens d'un énorme avion qui arrivait, qui se garait, enfin des trucs avec une voiture, tu vois, qui faisait la course avec l'avion. Enfin, je sais plus, il y avait quand même des tonnes de pubs improbables. Là, mais bon. Puis il y avait ces gars aussi qui avaient eu du mal à organiser la 205 qui tombait sur un sous-marin ou je sais plus quoi, ou un porte-avions. Et ouais, il y avait pas de moyens. Donc moi j'ai bien aimé, mais j'aime encore, hein, j'adore faire ça, j'adore faire des pubs, je trouve ça super. Pour moi, de toute façon, une bonne publicité, je sais pas ce que tu en penses là également, mais une bonne publicité, c'est quelque chose qui te fait rire, tu vois, qui te déclenche en fait du rire. Donc le rire, c'est l'acceptation pour moi. Et en même temps, Émotion. voilà l'ouverture. Et puis en même temps, si tu veux, une publicité chantée et qui a du rire, pour moi, c'est le cocktail joyeux, quoi, le cocktail, le jackpot. Ouais, c'est vrai. Et il en faut plus alors. Bah oui, allez, encore quelques minutes à passer ensemble. Je sens que vous passez un très très bon moment avec Romuald Boulanger. On a parlé cinéma, on a parlé doublage, on a parlé de On the Line, donc le film qu'il a fait en 2000, où je l'ai mis d'ailleurs moi, 2022. Voilà. Je te laisse galérer tout seul. Voilà, c'est ça, 2022, donc On the Line avec l'acteur Mel Gibson et puis Paul Spera, donc vraiment super formidable. Je vous invite à aller voir On the Line. Si vous avez l'occasion, allez voir également Haters, donc qui va être disponible sur la TNT dans pas longtemps, je pense, comme nous l'a dit Romuald. Au niveau, on a parlé aussi bien sûr des acteurs américains, on a parlé du rêve américain, on a parlé de Los Angeles où a vécu Romuald, et j'avais envie qu'on aborde aussi pour terminer ce podcast justement des podcasts. Est-ce que les Américains sont très friands du support du média podcast? Alors
aussi bien audio que vidéo. J'ai l'impression que 2024, c'est plus vidéo maintenant, mais bon. Ouais, mais alors moi j'ai l'impression que c'est vraiment arrivé de là-bas le podcast. J'ai senti ça. Ils étaient déjà plus en avance que nous sur le podcast. C'est un mot anglais d'ailleurs. Mais ils étaient vraiment plus en avant. Et j'ai un, j'ai un copain d'ailleurs, Kevin Dillon, qui est dans le film On the Line, qui lui fait un podcast sur la série dans laquelle il jouait, qui s'appelle Entourage. Il fait un podcast avec les anciens acteurs d'Entourage. Et, et il en vit hyper bien. Je trouve qu'il y a un côté magique du podcast. Je pense à lui parce que à l'époque où moi j'ai tourné On the Line, c'était en 2021, et il me racontait ça. Il me racontait qu'en fait ils avaient des dizaines et des dizaines de milliers de fans qui payaient d'ailleurs tous les mois pour écouter ce podcast, parce que c'était un podcast payant. Et en France, on n'avait pas encore, il y avait eu des initiatives en 2021, mais il n'y en avait pas encore autant. Parce que ça a démarré vraiment pendant le Covid, j'ai l'impression. Enfin, toi, c'est toi l'expert, mais j'ai l'impression que ça a commencé à arriver pendant le Covid. Mais les Américains, ouais, ils étaient, je pense, un peu plus en avance que nous. Et il faut que ça devienne, faut que ça devienne en fait ça devient de plus en plus facile à écouter grâce à toutes les plateformes et tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est surtout les gens, quand ils vont faire leur footing, leurs courses, leur machin, leur truc, il faut que ça devienne comme la radio à l'époque où il fallait juste tourner quand on arrivait dans la voiture. Et plus ça sera facile, plus il y en a qui écouteront. Alors, je prépare un livre justement sur comment réussir son podcast et en faire une machine à cash. En fait, le podcast arrive dans les années 2000, dans les années 2000, et c'est une contraction le mot podcast, c'est-à-dire que il y avait effectivement ce fameux pod d'Apple là, qui permettait effectivement d'écouter de la musique, et cast, donc le côté broadcast en fait, et donc on a fait podcast qui a permis donc de joindre l'utile à l'agréable. Mais tiens, une petite question piège. Est-ce que tu sais qui est le concurrent de YouTube aujourd'hui? Je dirais TikTok. Non. Non. Ah. Deuxième réponse, vous êtes recalé pour la première. Est-ce que c'est pas le géant chinois là, le YouTube chinois, non? C'est pas ça? Perdu? Non, c'est pas ça non plus. Ah, qu'est-ce que c'est alors? C'est le podcast? Netflix. C'est Netflix? Bah oui, C'est bien sûr. Netflix. Bien Parce sûr. qu'en fait, YouTube était parti sur la base de faire du court, donc du short à la base, et là ils reviennent au contenu long. Parce Ouais. qu'ils sont aperçus que 30% effectivement des gens regardaient en fait les podcasts vidéo directement sur leur télévision. Tu vois, donc les gens se mettent dans le canapé, ils ont le temps, ils sont détendus, et puis ils apprennent des choses, ils se divertissent. Moi, j'ai une télé là, et avec une télécommande sur laquelle il y a une touche YouTube, hein. Donc c'est sûr. Mais c'est moi je consomme énormément de contenu sur YouTube. Quelles sont les catégories aux États-Unis que tu as pu constater qui marchent le mieux au niveau du podcast? Le crime, par exemple, le crime, tout ce qui est fait divers, le développement personnel, le business? Non, j'ai après surtout à Los Angeles, dans ces villes-là, c'est le well-being, c'est-à-dire vraiment tu vois, la nourriture, tout ce qui concerne la vie, le développement personnel effectivement, mais le podcast sur comment améliorer sa vie, j'ai l'impression que c'est un grand classique. Ouais. Et pour la promotion de tes films, quand tu étais aux États-Unis, tu es passé sur des grands plateaux américains? Oui, non, Mel Gibson, il a fait des interviews sur des radios, sur des télés américaines, tu vois, des grosses télés américaines. Et moi, j'ai eu la chance de participer à des podcasts, justement, de podcasteurs de films que le distributeur américain m'a gentiment organisé. C'était super de rencontrer tous ces podcasteurs, tu vois, de parler avec eux, de ces fans de films, tu vois, c'est super d'échanger. Donc c'est un nouvel échange. C'est des gens avec qui j'aurais jamais parlé, qui nous, tu vois, si ça n'existait pas, plutôt que de parler que à la presse classique, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire la presse papier, la presse télé, enfin les médias. Il y avait ce nouveau système, enfin ce nouveau moyen de communiquer qui est à travers les podcasteurs et ouais, c'est super. Et qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce qui t'accompagne dans ta création ou dans ta détente quand tu vas faire du sport, de la musculation, du vélo, de la piscine? Comme tout le monde, c'est comme tout le monde. Il y a des trucs pour courir, il y a des trucs mais pour écrire, j'écoute beaucoup la musique de Clément Perrin.
Clément Perrin, c'est un compositeur extraordinaire qui est tout jeune et qui en fait est le compositeur de la musique Down the Line. C'est un génie, tu vois, il doit avoir 22, 23 ans, c'est un génie de la musique. Il a fait une thèse sur Hans Zimmer. Et Clément Perrin, il a une musique très enivrante et j'ai eu la chance de travailler avec lui sur On the Line, sur Talk aussi. Il a fait la musique de Connecté. Et je pense que ça va être un des futurs grands compositeurs français. Donc Clément, quand j'écris là en ce moment sur des films, je mets sa musique. Ah, il faut que je le reçoive dans les experts. On aura des choses à aller effectivement lui poser comme question. C'est important. Il faut que tu me mettes en relation avec lui. Plaisir. Mais c'est vrai que la musique, c'est quelque chose qui peut nourrir. Moi, je sais que ma compagne, elle adore écrire. Tu vois, elle écrit des nouvelles. Elle est sur un roman en ce moment. Elle a monté son agence web et son agence digitale. Elle a fait 17 ans, effectivement, de salariat au niveau des OPCO. C'est-à-dire, elle était dans les financements, les facturations, etc. pour les organismes de formation professionnelle continue. Donc, c'est elle qui a accepté ou qui a refusé les paiements et les financements. Et d'un autre côté, maintenant, bon, elle a traversé un burn-out et puis elle a voulu effectivement être entrepreneur. Donc du coup, je vais filer les codes d'internet parce que je les connais bien. Et voilà, je vais expliquer comment on pouvait effectivement vendre quelque chose, quel était le bénéfice effectivement par rapport à une offre, comment on pouvait être un problématicien ou une problématicienne, voire une scientifique en apportant une solution à un besoin, etc. Tu vois, Ouais, je l'ai un peu éduquée, je l'ai un peu nourrie au biberon du web, et maintenant elle est passionnée. Voilà, elle fait de la reformulation avec les gens qui sont piégés et pénalisés par ChatGPT, ce que j'appelle moi un peu les apprentis sorciers, tu vois, et qui se font coincer par les filtres anti-spam de Google. Donc voilà, elle s'éclate dans son truc, et c'est vrai que elle écoute beaucoup de musique sur YouTube, tu vois, quand elle travaille. Moi, par exemple, je peux pas. Il me faut du silence total quand j'écris. Tu me mettras pas une musique parce que ça va me déconcentrer. Elle, non, non, elle a besoin d'être accompagnée, d'être nourrie par la musique. ouais, c'est drôle. Je suis pas étonné. Hein. Je suis pas étonné. Et est-ce que tu joues d'un instrument, batterie, non, guitare Non, 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 vraiment aucun instrument. Là, je suis vraiment nul. Là, malheureusement, non. C'est mon grand drame parce que j'adorerais justement travailler sur la musique moi-même de mes films parce que souvent, mais non, non, j'ai pas cette chance. C'est pour ça que je fais appel à Clément Perrin. Ouais. Et à côté, dans tes passions, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir sortir du boulot, pour pouvoir t'aérer un peu la tête? Ah, c'est mes enfants. Ma passion, c'est mes enfants, ma femme, ma famille. Ouais, c'est la base de tout. C'est ce qui donne une raison à tout ça. J'ai la chance de passer beaucoup de temps avec ma famille, tout ce que je peux avec eux. Non, j'en profite chaque seconde. Et ta femme, elle est plus salariée ou entrepreneuse? Les deux, les deux. Elle travaille, elle est journaliste, mais en même temps, elle développe des choses. Non, non, elle est extraordinaire. Ouais, mais elle a ce profil-là. Et puis, non, non, elle, elle, elle est surtout aussi, elle a démarré aussi aux États-Unis. Elle a démarré sur CNN aux États-Unis. C'est une grande journaliste. Elle est fantastique. Elle est dans ce qu'on appelle le side project, c'est-à-dire, voilà, elle est salariée, mais en même temps, elle développe ses propres projets personnels. Oui, enfin sur certains, ouais, ouais, sur certains sujets, effectivement, pendant son temps libre, elle développe des trucs. Elle a réalisé donc ce court-métrage qui s'appelle The Last Dinner, qui a eu plus de 50 prix dans le monde, avec François-Xavier de Maison et Roger Barthes et Paul Spera, et elle a la volonté d'écrire un long métrage là dans les prochains mois. Allez, il nous reste 7 minutes avant de conclure ce podcast. En fait, est-ce que tu as eu l'opportunité de rencontrer Oliver Stone, justement, parce que Oliver Stone a créé Talk Radio avec Barry Champlain, qui était un acteur de théâtre, et où on voit effectivement cet animateur partir de plus en plus loin dans ses réparties, dans cette libre antenne, d'être de plus en plus aigu sur cette radio network, et voilà, et ça va lui poser quelques soucis à ce personnage. Donc, On the Line pourrait être effectivement un avis, un regard important pour Oliver Stone. Bah, ça c'est vrai. Moi j'ai eu un truc assez rigolo. J'étais dans un café qui s'appelle le Hearst Café à West Hollywood un jour et j'écrivais. Et je te parle de ça, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'écrivais un film qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs, mais j'écrivais un film
Et je suis allé un matin, et il y avait toujours un mec à côté de moi. On était que tous les deux. J'arrivais à 9h du matin, il était là. Le lendemain matin, il était là. Et le troisième matin, il était là. Et puis, au bout d'un moment, il me demande le sucre qui était sur la table. Je lui donne. Il me dit, ah, t'es un auteur? Je dis, bah ouais, je suis un auteur. J'écris. J'essaie d'aller au bout de mon script et tout. Il me Ouais. dit, vous êtes qui? Il dit, bah moi aussi, je fais des films. Ah, je dis, c'est bien. C'était Oliver Stone. Ouais, donc, Ah ouais, d'accord. et c'était une des forces de LA. Et c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque à LA, vraiment, tu rencontrais des gens comme ça. Euh, au coin de la rue, quoi. Ça, c'était magique. Mais je trouve que ça a un peu changé quand même. Les gens sont plus trop là. Et puis je suppose que tu es un fan de Good Morning Vietnam quand même. Ah bah bien évidemment. Ça, c'est un des meilleurs films de ma vie. Ouais, magnifique. Robin Williams. Ouais. Robin Williams, ouais, le sac des poètes disparus. Je me souviens aussi de ce, je crois que c'est avec Matt Damon dans le, où il joue le rôle d'un psy ou quelque chose comme ça, tu sais, où il Oui, le oui, prend en main, etc. oui. Et il est génial ce film aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais immense acteur, généreux et tout, avec ses démons aussi, hein, parce qu'il est celui à côté de la vie, mais ouais. Et puis, j'ai appris dernièrement que Steven Spielberg, en fait, n'était jamais rentré sur un studio quand il était au départ plus jeune. Il n'avait jamais eu la chance de rentrer sur les studios Universal, je crois. Et en fait, il est rentré par stratégie parce qu'un jour qu'il y avait beaucoup de monde, il a réussi à s'infiltrer. Et à regarder un petit peu comment ça se passait, et c'est là où la passion l'a gagné, et voilà, il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. Non, mais oui, non, mais il y a des histoires comme ça incroyables, hein. Tous ces grands réalisateurs et tout, ils ont tous une histoire. Et quand tu regardes dans les histoires des films qui se font pas, les films qui se font autrement, c'est magique. Moi, j'adore ça. Et puis tu t'apercevras aussi que bien souvent on dit aux gens: «Ah bah oui, mais vous savez l'échec ça fait peur, voilà, il faut réussir tout de suite et cetera», et si tu regardes Harry Potter, si tu regardes Alfred Hitchcock, si tu regardes tous les grands de ce monde, mais combien de fois ils se sont plantés? Combien de fois effectivement ils ont loupé? Combien de fois ils ont, voilà, ils ont pas transformé? Et en fait, moi, une philosophie. Je me dis, c'est dans la souffrance et dans le processus que tu apprends et que tu évolues et que tu touches effectivement les pointes de la réussite et de la croissance, quoi. Et la résilience, parce que je pense que c'est celui Et la qui est résilience, bien sûr, ouais. le plus motivé le plus longtemps, tu vois, qui résiste justement à ces échecs-là, qui va arriver au bout de son projet. Eh ben, en tout cas, on en a dit des choses hein, sur les États-Unis avec Romuald Boulanger. Voilà, on vous mettra dans la description. Tu me feras passer un peu les différents éléments concernant On the Line, concernant effectivement les différents films pour que les gens puissent aller les trouver et les acheter pour les voir. Et je vais te poser maintenant la dernière question à 1h26 et 17 secondes. Donc là, il va falloir que tu trouves une autre réponse. La question marqueur des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Romuald? Ben moi, je trouve que tu as un côté vraiment très cordial, sympathique. On n'a pas l'impression qu'on nous pose des questions, l'impression de passer un bon moment avec un bon copain qu'on a plaisir à retrouver et avec qui on peut parler de plein de choses. Et c'est pour ça que ça a beaucoup dévié sur plein de trucs, sur plein de sujets qui peuvent nous passionner tous les deux. Donc, j'ai bien aimé cette interview. Merci Philippe, parce que c'était pas une interview où t'enchaînais les questions. Au contraire, c'était fluide, naturel, c'était un bonheur. Donc, bravo Philippe Belgrand. Bah, merci à toi en tout cas d'avoir prêté tes propos aux experts. Merci à vous de nous avoir regardés, écoutés. Je pense que vous avez aussi été gagné par la passion. Peut-être ça va vous donner envie d'être scénariste ou alors tout simplement réalisatrice ou réalisateur, ou de faire de la radio, ou de faire de la publicité, ou tout simplement effectivement de vivre de votre passion. En tout cas, croyez-y, comme disent les Américains, just do it, faites-le. Ne vous attardez pas sur des détails parce que là on perd du temps. Il vaut mieux effectivement passer à l'action et corriger au fur et à mesure. Et donc, oui, alors une petite chose peut-être que les gens vont se poser comme question, où ils peuvent continuer à discuter avec toi, s'ils ont été sensibilisés par tes propos, les réseaux sociaux peut-être, ou un endroit, ou un Ils email, peuvent, ou... oui, oui, ils peuvent m'envoyer de l'argent. Je te laisserai un RIB. Si les gens veulent m'envoyer de l'argent, il n'y a aucun problème. Non, non, mais les gens peuvent
on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur Instagram, partout. Je suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux, donc je suis pas souvent, malheureusement, mais j'y travaille. En tout cas, je vous invite, vous qui avez regardé ce podcast, à partager, à commenter, ouvrez les cercles sur LinkedIn quand ce podcast va être publié, les parties short, les parties longues. Commentez sur YouTube, commentez également sur Facebook où il va être présent, commentez sur X, commentez un petit peu partout où cet épisode sera va se répandre. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous a plu, pourquoi il vous a plu, et puis en même temps, dites-nous peut-être des choses qu'on n'a pas parlé et on réinvitera, moi je réinviterai effectivement donc Romuald pour parler d'autres films certainement qui vont sortir d'ailleurs, qui va lancer. D'ailleurs le prochain projet va parler de quoi? Écoute, là, je travaille sur un film, j'espère que ça va voir le jour. C'est sur l'histoire fantastique, incroyable, mais vraie, de la vie de Mansour Bahrami, qui est un joueur de tennis, qui est né dans une cave en Iran et qui est devenu une des légendes mondiales du tennis. Et donc, j'aimerais raconter cette histoire. Donc, je travaille d'arrache-pied avec une productrice anglaise qui va produire avec moi, qui s'appelle Dawn McDaniel, sur cette histoire fantastique. Eh ben voilà, en tout cas, on va avoir hâte de découvrir ça sur les écrans quand ça va sortir. Merci à vous. Je vous dis à très très bientôt avec un nouvel invité dans les experts. C'était Philippe Belgrand, donc producteur de podcast audio-vidéo et journaliste d'investigation. Vous avez passé un bon moment, moi aussi. Merci Romuald et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité dans les experts. Salut Philippe.